cursus hein, sur les carrières. C'était très intéressant. Mais du coup, moi je vais démarrer sur comment, justement, c'est pas ce que j'avais prévu hein, sur les transparents, mais du coup je vais repartir là-dessus parce que sur les questions de déroulement de carrière, et je viendrai à les transparents après. Donc effectivement, je pense qu'il y a des améliorations sur ce que tu expliquais pour les collègues second degré. Et ce qui est très marquant, c'est que dans le Sud, par contre, c'est l'inverse, on va dire. Ça empire, on va dire. Voilà. Donc ça empire. Alors je vais pas m'avancer sur les collègues second degré parce que tout est encore en discussion du côté du Maine essentiellement pour voir comment les choses vont changer. Mais du côté des enseignants-chercheurs, c'est très clair. Benoît a montré un tableau où on comprenait comment les collègues montent assez régulièrement, sauf effectivement avec la classe exceptionnelle. Il a montré les différences que ça faisait sur une carrière, en fin de carrière, et comment là le fait de débloquer finalement le contingent pour la classe exceptionnelle allait améliorer les choses. Chez les maîtres de conférences, il n'y a pas une classe exceptionnelle, il y a un échelon exceptionnel, mais bon, on peut dire que c'est à peu près la même chose que pour la classe exceptionnelle des agrégés, ça permet d'arriver à la hors échelle B. Donc le souci, c'est que maintenant, le ministère nous a prévenu qu'à l'inverse de ce qui se passe pour le second degré, déjà pour le passage à la hors classe des maîtres de conférence, les taux vont baisser. Il a expliqué que les taux de passage à hors classe allaient monter donc de 18 à 23% dans quelques années. Chez les maîtres de conférence, on nous a annoncé que il fallait baisser de 20 à 10%. Je ne sais pas si vous voyez la saignée pour les jeunes collègues, alors qu'il n'y a rien qui justifie, je vous montrerai tout à l'heure. Et donc ça opère d'autant les passages à la classe, l'échelon exceptionnel dans cette hors classe. Et nous, contrairement à ce qui se passe, quand je dis nous, c'est les enseignants-chercheurs, donc les maîtres de conférences, contrairement à ce qui se passe chez les certifiés, les agrégés, cet échelon exceptionnel, finalement, il ne s'est pas rempli. Pourquoi ? Parce que ça fait pas mal d'années maintenant, avec l'autonomie, que les universités ne promeuvent pas tout ce qu'ils pourraient promouvoir, c'est-à-dire qu'il y a des promotions qui sont à distribuer, et ils ne les attribuent pas pour certaines raisons de leur avis, hein, mais en général, c'est quand même, on voit que c'est certaines universités qui le font assez massivement, et donc on sent vraiment derrière des questions budgétaires, finalement, ça fait des économies de ne pas promouvoir tout le monde. Hein. Ce qui montre bien d'ailleurs que pour les collègues qui pourraient espérer, les collègues de second degré dans le supérieur, qui pourraient espérer un mieux avec un statut qui serait complètement lié à leur université, un statut local, il y a grand danger, hein, si on voit ça. Donc il faut avoir ça en tête. Et puis il y a une grosse différence, c'est que tu parlais d'excellent tout à l'heure, on l'a dit excellent. Et alors chez nous, le DGRH adjoint donc pour le Sud, puisqu'on a la même DGRH commune, en fait il y a deux politiques complètement différentes en fait. Et donc celui qui s'occupe du SUP l'autre jour nous a répondu quand on lui demandait des problèmes de carrière des collègues enseignants-chercheurs qui ne passaient pas au deuxième grade. Nous répond oui, mais ce qui compte chez les enseignants-chercheurs, la recherche, c'est l'excellence. Justement, ça a été sa réponse, c'est l'excellence. Donc en gros, ils veulent rien changer, ils veulent surtout pas aller vers un changement comme on le propose, c'est-à-dire une adaptation qui reprenne en gros les principes de ce qui se passe pour les corps enseignants, donc d'EPS, certifiés, agrégés, qui permettent, comme tu disais, à tout le monde d'arriver à leur classe. Et donc on se retrouve avec des collègues maîtres de conférences
qui maintenant, il y a quand même un bon paquet, hein. Les derniers chiffres que j'avais, c'était près de 30% qui subissent un blocage de carrière pour passer à leur classe, et qui donc n'atteignent même pas la hors échelle A que tu mentionnais, donc pour les professeurs certifiés et d'EPS. Et bon, c'est assez dramatique, puisqu'en fait, on fait passer les gens plus jeunes au nom de la libre concurrence sur les dossiers, de l'excellence de la recherche et de l'enseignement aussi, parce qu'on nous demande d'en faire de tous les côtés. Et donc ça, c'est vraiment, je dirais, sanglant pour nos métiers. Et pour les professeurs, le problème, les professeurs d'université, donc tu mentionnais d'autres corps qui avaient des échelonnements réguliers. Bah, les professeurs d'université étaient quand même un corps phare, puisqu'ils sont nommés par le président de la République, qui allaient jusqu'à la hors échelle E, enfin, vont toujours jusqu'à la hors échelle E finalement. Il n'y a jamais eu d'amélioration. Et donc, effectivement, c'est un corps, les collègues se sentent dévalorisés parce que ça fait des lustres que rien n'a été fait, si ce n'est au moment de PPCR un petit passage automatique, on va dire, pour ceux qui sont au premier grade, à la hors échelle B, mais pour tout le reste, au contraire, il faut qu'ils continuent à avoir des passages au choix et à déposer des dossiers, finalement, pour grimper un échelon. Donc, voilà, rapidement, je pense qu'il y a une vraie divergence, et c'est ça, moi, qui me pose un vrai problème pour les collègues enseignants-chercheurs dans les perspectives de carrière, et le ministère s'accroche à ça, parce que ils veulent faire des promotions de dossiers, un peu comme l'indemnitaire d'ailleurs, hein. Et comme ça existe déjà, en fait, ils s'y accrochent en fait. Ils veulent pas en changer, malgré toutes les revendications qu'on peut avoir là-dessus. Je pense tant qu'il y aura pas, tant que les collègues ne bougeront pas plus, on va dire. Voilà. Donc après, là-dessus, je pourrais donner, s'il y a des camarades qui ont des questions plus sur le déroulement de carrière, j'y viendrai. Moi, j'avais plutôt préparé quelques repères, parce et aussi parce qu'on a entendu depuis un an beaucoup de choses, parce que les collègues de statut second degré ont réagi vivement à cette inégalité de primes qui servait finalement, on a fait une prime pour reconnaître la recherche, alors que nous, ce qu'on demande, c'est des grilles, justement, ça passe par l'indice, c'est ça qui est important. Et donc, face à ça, on a entendu beaucoup de choses en termes de métier, de rémunération, et bon, je voulais donner quand même quelques repères parce qu'on pourrait croire que pour les enseignants-chercheurs, finalement, c'est les princes de l'enseignement supérieur et que la vie peut peut-être être rose. C'est pas tout à fait le cas, et voilà, donc je vais passer assez vite parce que Benoît en a parlé déjà, hein, donc l'augmentation du point d'indice qu'on revendique dans la FSU et qui sont reliés aux pertes cumulées donc de pouvoir d'achat. Donc moi j'avais d'autres graphiques, mais ça rejoint exactement ce que tu disais, hein. En gros, on perd par rapport à l'an 2000, du coup on perd plus de 3 mois de salaire, quoi, en fait, pour un même échelon par rapport à 2000. Un point qui touche tout le monde et qui est significatif, c'est les heures complémentaires et de vacations pour ceux qui ne sont pas titulaires. Donc on l'a ici comparé par rapport au SMIC, hein. On pourrait voir par rapport à autre chose, mais on voit qu'en l'an 2000, du coup, le montant de l'heure était entre 35 et 40 euros en bleu. Et puis maintenant, il est à peu près dans les 42, hein, donc on fait une heure de TD supplémentaire dans le SUP. Pendant ce temps, effectivement, si on regarde par rapport au SMIC, comme quand on fait ce travail en tant qu'heure statutaire, en tant qu'heure de titulaire, le ministère compte que ça prend un peu plus de 4 heures de travail. Finalement, l'heure de travail
ces 4 heures de travail amènent à une heure qui est une heure effective, qui est rémunérée en dessous du SMIC, puisqu'on regarde la courbe rouge, alors qu'avant, bon, c'était quand même quelque chose où il y avait une rémunération plus correcte, on va dire. Donc ici, je parlais tout à l'heure de métier, je voulais juste rappeler que les enseignants-chercheurs, il y a 2 missions principales, enseignement et recherche. Donc on défend le fait qu'elles s'alimentent entre elles, et c'est vrai, il y a des liens, mais ça nécessite des qualifications et des compétences qui sont différentes. Il y a cette qualification de base de la formation initiale, hein, qui fait que pour être recruté comme enseignant-chercheur ou chercheur, on demande un diplôme de niveau Bac plus 8. Et donc on défend quand même qu'il y ait une reconnaissance dans les grilles justement de cette qualification. C'est pas, voilà, c'est pas forcément des sauts gigantesques, mais que ça soit reconnu. Et puis c'est vrai que c'est un autre métier que celui de chercheur ou de celui d'enseignant, parce qu'il faut concilier les impératifs des 2 missions, et c'est toujours plus compliqué parce que avec les appels à projets, la bureaucratie, il y a toujours plus à faire en tant que travail, et tous ici on sait aussi que l'accroissement des effectifs étudiants a aussi un impact sur sur les enseignants du supérieur en général. Alors c'est vrai que quelquefois, du coup, les chercheurs peuvent ne trouver pas assez chercheurs, voilà, mais pour moi c'est autre chose, quoi. Il y a des difficultés un peu différentes dans le métier. Voilà, ouais, l'enseignant, je ne sais pas comment il nous considère, des fois il ne considère que comme enseignant peut-être, mais il y a juste ça. Alors, j'avais récupéré dans les bilans sociaux du MEN et du MESR, des moyennes de salaire. Alors, quand je dis salaire, là, il y a 2 colonnes, donc il y a traitement indiciaire brut moyen, et puis le salaire brut, mais cette fois-ci avec tout ce qui est heures sup, primes, etc. Et donc, bon, ça donne quand même quelques repères. Ça permet de voir aussi la part des primes. J'ai récupéré aussi les données pour les établissements de recherche, les EPST, hein, ils sont aussi EMSR, mais je les ai distingués dans la première colonne pour qu'on voit mieux. Donc il y a les chercheurs, mais j'ai aussi mis les ingénieurs, hein, les personnalités ingénieurs. Ça permet de voir effectivement que selon les corps où on est, il y a des grilles indiciaires, mais que les parts de rémunération complémentaire en tant que prime ou hors SIP peuvent changer la donne, hein, notamment bon, quand on est chez les personnels administratifs, techniques, les ingénieurs notamment, il y a des primes statutaires qui sont qui sont assez, on va dire, qui ne varient pas autant que chez les enseignants-chercheurs en termes de montant selon les individus. Voilà, ça reste autour de la moyenne. Donc c'est ça aussi qui est important dans ces histoires de prix. Donc voilà, il y a un tableau derrière qui est récupéré du panorama des enseignants, des personnels enseignants du supérieur qu'on a eu très récemment. Donc ça permet de mieux visualiser sans se fixer sur les chiffres. Donc là c'est les données 2021, finalement on retrouve un petit peu ces choses-là. Je précise juste que dans la filière hospitalo-universitaire, il faut penser qu'il y a les primes versées par la santé, qui doublent à peu près les salaires, donc c'est pas, voilà, c'est pas tout à fait. Mais j'allais pas le couper, donc voilà. Donc ça donne quelques points de repère et on voit que finalement les salaires moyens des maîtres de conférences, bien qu'ils aient cette qualification du doctorat, se retrouvent pour ceux du SUP. Hein, là c'est vraiment les agrégés du SUP, les certifiés du SUP, en moyenne en dessous de ces collègues agrégés certifiés. Les professeurs d'université sont au-dessus, mais par contre tout le monde est en dessous, j'avais mis dans le tableau d'avant, des collègues qui travaillent dans les classes prépa, hein, les professeurs de chaire sup, avec effectivement tout ce qui est rémunération annexée.
Alors je précise que dans la rémunération annexe, il y a évidemment que les rémunérations versées par l'employeur. Par exemple, les chercheurs, s'ils font des heures dans une université, ça apparaît pas là-dedans, comme quelqu'un du scolaire qui va aller faire des heures dans le sup. Je pense que ça n'apparaît pas non plus dans le bilan du SCO. Voilà, et j'ai noté aussi les contractuels enseignants sur emploi de second degré, parce qu'il y a de plus en plus de contractuels dans le SUP, hein, et donc eux, évidemment, ils sont en dessous, puisque la partie rose correspondrait à moins de 3000, et la partie bleue, donc 587, voilà, un petit peu comme les professeurs des écoles qui sont dans le SUP. Hein. Alors, ce que j'expliquais tout à l'heure, ça se traduit, enfin, on retrouve un peu ça dans les questions de blocage de grade chez les enseignants-chercheurs. Donc, comme il a été dit, le protocole PPCR, pour nous, il a permis d'améliorer la situation hein, des enseignants-chercheurs. On a dû bagarrer un petit peu aussi pour être embarqués dedans, parce qu'on nous considérait déjà dans les hors échelle lettres, donc on n'avait pas besoin d'être valorisés. Mais malgré ça, donc chez les maîtres de conférences, on a beaucoup de collègues, chez les agrégés déjà du Sud, donc ici, on a beaucoup d'agrégés qui sont en classe normale encore. Par contre, on voit qu'après, hors classe exceptionnelle, comme tu disais, il n'y a pas de raison qu'ils n'arrivent pas à classe exceptionnelle, effectivement, avec les conditions qui existent, enfin qui existaient, ça passe assez fluide, on a l'impression, entre la hors classe et la classe exceptionnelle. Donc chez les certifiés, ça remonte même à la classe exceptionnelle. Donc chez les maîtres de conférences, par contre, on a encore plus de classes normales, et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, parce qu'il y en a plein qui sont coincés, qui ne peuvent même pas passer à la hors classe, et l'échelon exceptionnel n'est pas très rempli en fait. Hein. Et voilà, donc avec l'événement que j'expliquais contre lequel il va falloir qu'on se batte. Chez les professeurs d'université, donc alors eux c'est un peu spécial, ils ont finalement 4 niveaux, ils ont leur premier grade, mais maintenant qui n'est que finalement qui aboutit à leur échelle B. Après, s'ils veulent mieux qu'un agrégé ou qu'un maître de conférence, il faut qu'ils passent il faut qu'ils passent en première classe, après en classe exceptionnelle échelon 1, en classe exceptionnelle échelon 2, et là, chaque fois, finalement, c'est dépôt de dossier, c'est tout ça. Donc c'est encore le parcours d'obstacles, quoi. Je crois que je l'avais mis là, voilà, oui, alors j'ai inversé, excusez-moi. Donc chez les professeurs d'université, je vous l'ai dit un peu oralement, hein, voilà, le problème c'est quand même cette dévalorisation, par contre toujours le parcours d'obstacles, le fait que d'autres corps finalement ont eu des vraies améliorations depuis les années 2000, mais c'est plutôt les corps de management par exemple. Et les professeurs d'université restent au même niveau, donc on a l'impression qu'effectivement ce travail de recherche, enseignement, de formation à haut niveau n'est pas reconnu, quoi. Alors, tout ce qu'on a dit, finalement, on le retrouve un petit peu de façon condensée si on regarde les carrières, mais aussi les retraites, c'est intéressant parce qu'on a parlé des carrières, mais tout ce que disait Benoît, ça a un impact sur la pension. Si on a plus pendant la carrière, à un moment, enfin surtout si on arrive à la fin, en indiciaire, la pension, ça joue. Et donc, voilà, ça fait partie d'un document que le ministère nous a fourni au mois de juin, et on voit que les pensions sont pas forcément terribles chez les enseignants-chercheurs, malgré un départ tardif. Oui, bah, il avait, voilà. Alors après, nous, quand on rentre en tant qu'enseignant-chercheur, il y a une prise en compte des périodes de post-doc, choses comme ça, mais ça comble pas forcément voilà. Et surtout ce problème de blocage. Voilà, alors pour finir, je ne veux pas être trop long, donc je voulais dire aussi que chez les enseignants-chercheurs, il y a un fort besoin de renouvellement, et il est connu qu'il y en a plein qui doivent partir à la retraite, alors même si ça va reculer avec les nouvelles règles, c'est pas forcément les enseignants-chercheurs qui partent le plus tôt. Donc il y a beaucoup à remplacer d'ici 2030. Malheureusement, les recrutements sont toujours quand même en berne, et on voit que on
manque de jeunes, quoi, vraiment. Alors que, bon, on part déjà à la retraite, déjà c'est tard, on va dire. J'avais mis en info, en plus, les collègues de second degré, hein, c'est un petit peu différent, mais c'est pareil, je pense que là aussi, il faut penser au renouvellement dans les universités. Voilà, donc pour finir, ces conditions d'emploi, ben, nous, contre quoi on combat depuis bien longtemps, c'est le développement des contractuels d'enseignement supérieur. On est quand même l'endroit de la fonction publique où il y en a le plus. On voit là avec le graphique que les titulaires baissent et les contractuels montent, enfin pour les enseignants en tout cas, mais je crois que c'est pareil pour les BIATS. Et donc, voilà, on rappelait aussi nos mandats ici pour les agents non titulaires, parce que je ne veux pas qu'ils soient oubliés, en tout cas dans ces considérations de carrière et de rémunération. Voilà, je vais m'arrêter là, parce qu'il est déjà 6. Tout le monde doit.